Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre webinaire sur la signature électronique. David Naramski, qui est fondateur associé chez Knowina, va vous parler donc de la signature électronique 100% luxembourgeoise. Et il fera un échange avec donc Luc Cotin, CEO de RSecure, sur le même sujet. N'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long du webinaire, à les poser à l'espace qui est prévu et on y reviendra en fin de session. Voilà, David, je te laisse la parole. Merci Magali. Bonjour tout le monde. Donc, David Naramski, je suis associé chez Novina Solutions. L'idée n'est pas de faire une liste de nos références, mais de dire juste qu'on travaille beaucoup avec des organismes du gouvernement dans l'univers financier en général, en Europe et en dehors de l'Europe. Donc, on est spécialisé dans tout ce qui est transformation digitale. On fait tout ce qui est développement, bien sûr, mais on a une vraie spécialisation dans la signature électronique, sur lequel on est reconnu dans la frontière de l'Europe, mais aussi en dehors, puisque, on le verra, la loi européenne permet à d'autres blocs économiques de se rendre compatibles avec la loi européenne, donc comme ça d'avoir petit à petit une couverture légale qui couvre le monde entier. On est 35 personnes, tous localisées à Luxembourg. Et alors, un des éléments qu'on verra aussi, c'est qu'on n'est pas un émetteur de certificats. On n'est pas concurrent à des organismes comme LuxTrust ou comme un État qui émet des certificats, et on fournit des outils pour les utiliser. Donc, aujourd'hui, je voulais, dans le cadre de la signature électronique, parler de la loi sur la signature électronique qui est appliquée en Europe. Donc, vous avez sans doute entendu l'acronyme de eIDAS, qui est pour Electronic Identification, Authentication and Trust Services. C'est un règlement européen donc, qui s'applique à tous les États membres et qui doit être transposé par tous les États membres, qui concerne tout ce qui est identification électronique, tous les services de confiance pour sécuriser les transactions électroniques. Et alors, j'ai mis entre parenthèses dans le marché intérieur, parce que c'est l'objet de eIDAS, mais comme je le disais, ils ont fait des ouvertures qui permet à d'autres blocs économiques de se connecter à eIDAS et d'avoir une loi compatible. Au départ, l'idée c'était qu'en Europe, chaque pays avait une loi sur la signature électronique, mais avec des légères différences. Certains avaient certaines exigences et d'autres non. Et donc la question se posait de quelles étaient les exigences communes pour qu'on transfère un document signé électroniquement entre deux pays, pour qu'on puisse préserver la valeur juridique d'un document. Eh ben, eIDAS fixe ces règles-là, ces règles minimum et communes. Il peut parfois y avoir des spécificités par pays, mais on a au moins une base commune. Et cette base commune, elle est aussi applicable et disponible pour les pays qui sont non européens. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres blocs économiques comme les Émirats arabes, comme l'Arabie saoudite, comme Singapour, comme le Japon, qui petit à petit mettent en place des cadres de loi qui sont conformes à eIDAS, ce qui permet d'échanger des documents entre ces pays et d'avoir la même valeur juridique d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est une vraie innovation du cadre de loi eIDAS qui n'existe pas dans les autres cadres de loi de signature électronique. eIDAS est entré en vigueur en 2016, donc ça fait quand même quelques années, et il y a une nouvelle version qui est en cours d'écriture pour simplifier ou clarifier des choses, mais aussi pour ajouter des nouveaux services. Alors, eIDAS porte surtout sur la surveillance des fournisseurs de services qualifiés. Donc, dans eIDAS, il y a cette notion de qualifié, qui veut dire à peu de choses près que ces organismes-là qui fournissent des services qualifiés sont surveillés par l'État, et l'État lui-même référence à la Commission européenne tous les fournisseurs de son pays, ce qui permet d'avoir une surveillance qui est agnostique d'une compagnie privée. Ce ne sont pas une oligarchie de compagnies privées qui travaillent ensemble, c'est vraiment les États qui s'impliquent dans la surveillance des fournisseurs de services. Je prends le temps de faire une petite différenciation entre ce que je vais appeler un service de signature électronique et un outil de signature électronique.
Donc, un service, c'est par exemple la délivrance d'une carte à puce ou la délivrance d'un outil de signature à distance, comme par exemple un token. Dans ce service, il y a une notion où le prestataire va identifier la personne, vérifier son identité, lui délivrer un moyen sécurisé de signer. Donc c'est ça le service qui est fourni, et ce service-là doit être surveillé par l'État. La vision de la Commission européenne, c'est que à terme, chaque citoyen européen va avoir un moyen et un seul moyen de signature électronique qu'il va pouvoir utiliser pour toute signature. Donc, par exemple, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a ce projet de Digital Wallet qui va être sur téléphone mobile, fourni par l'État. Il va avoir l'obligation d'en fournir un à chaque citoyen. Et cet outil pourra être utilisé pour déclencher des signatures qualifiées euh, sur n'importe quel document. Donc, on a toujours le service qui est de vérifier l'identité et de délivrer un certificat, et l'outil qui permet, lui, d'utiliser ce certificat ou ce service de signature pour signer quelque chose. Donc, par exemple, vous avez tous probablement été familiers avec l'outil Adobe qui permet de visualiser un PDF. Cet outil permet de signer un document en utilisant un service de signature électronique. Donc, vous avez aussi le guichet à Luxembourg qui, lui, peut utiliser le token LuxTrust pour s'authentifier et signer. Mais on peut aussi utiliser les cartes d'identité de tous les pays d'Europe qui se sont enregistrés avec une carte d'identité électronique pour se connecter et faire différentes opérations. AirSign, lui aussi, est un outil qui permet d'utiliser différents services. Donc, c'est pour ça, par exemple, que AirSign n'est pas surveillé par la Commission européenne, parce qu'on ne fournit pas le service de délivrance d'un certificat, mais on peut utiliser au sein du même outil une carte à puce luxembourgeoise, une carte d'identité de n'importe quel pays d'État membre, ou des moyens via SMS, on verra plus tard. Dernière chose concernant la loi européenne, en fait, il y a une liste de tous les émetteurs qui sont surveillés, qui s'appelle le Tel Browser. Vous pouvez assez facilement trouver ça sur Internet. Et par pays, vous avez la liste de tous les services de signature qualifiés et de quand, à quelle date ils sont sous surveillance. Cette liste uniquement les fournisseurs de services, ça ne liste pas les outils. Donc vous ne trouverez pas là-dedans Adobe, vous ne trouverez pas là-dedans différents outils de signature, vous ne trouverez pas les guichets non plus. Pourtant, ils permettent tous de signer des documents. Mais par contre, vous retrouverez dedans LuxTrust, l'État belge ou l'État luxembourgeois. David, est-ce que l'outil est valable même s'il n'est pas dans la Trusted List? Donc, il n'y a aucun outil qui est référencé dans la Trusted List. C'est vraiment les outils, ce sont juste des outils qui permettent d'utiliser un service de signature. Et c'est les services de signature qui doivent, eux, être dans la Trusted List. Il y a deux types de services de signature. Il y a les services de signature qualifiés. Ceux-là, ils doivent être dans la liste et ils sont corrects par défaut. Et il y a les services de signature non qualifiés qui ne sont pas obligés d'être présents dans la liste. Et là, on peut les utiliser, mais il faut ajouter des preuves. Donc ça, j'aurai un slide un peu plus loin où je vous montrerai que entre qualifié et non qualifié, il y a une notion de la charge de la preuve qui est modifiée. Ok. Les différents services qui sont dans eIDAS, il y a beaucoup de services en fait, il y a beaucoup plus que la signature électronique. J'ai évoqué la partie identification d'une personne, donc tout ce qui est eID, donc c'est la délivrance d'un document d'identité électronique. Il y a la partie signature des documents, il y a la partie seal, donc sécurisation d'un document, c'est l'équivalent d'un cachet d'entreprise. Il y a le timestamping, il y a aussi l'archivage, il y a aussi le courrier recommandé. Donc il y a beaucoup de services dans eIDAS. Ici, je vais me concentrer sur la signature de documents, mais on peut parler des autres éléments si vous voulez dans les questions plus tard.
Donc la signature électronique, un rappel de ce qu'elle peut faire, hein, je pense qu'on n'a pas besoin de s'étaler là-dessus longuement. Il y a en général une meilleure expérience utilisateur parce que vous recevez un document, vous pouvez le signer sur votre mobile ou sur votre ordinateur directement sans devoir l'imprimer, le signer, le scanner ou vous déplacer ou l'envoyer par courrier. C'est beaucoup plus rapide, hein. J'ai un slide juste après pour ça, mais en général, la réponse des gens quand il suffit de cliquer et de signer quelque chose est beaucoup plus rapide que quand ils doivent imprimer, que ce soit parce que matériellement, ils sont pas au bureau ou simplement parce que ils font ça une fois par semaine et pas plus. C'est plus David, sécurisé. Oui. David, tu parles de mobilité. Est-ce que est-ce qu'il y a une application iPhone Android ou est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une application pour utiliser l'outil sur un smartphone? Alors, dans l'outil que je présenterai plus tard, qui est l'outil AirSign, celui-là, il n'y a pas besoin d'outils supplémentaires. Il est utilisable sur smartphone et sur tablette sans installation d'un élément. C'est une application web qui est responsive. Okay. C'est plus sécurisé de manière générale parce que malgré tout, la signature papier, c'est quelque chose qui est facilement contrefait et c'est pas nécessairement lié à une identité réelle. Donc la signature électronique en général requiert une authentification forte. Et alors c'est aussi des économies substantielles, alors que ce soit de consommables et de timbres, hein, puisque je sais pas moi, mais l'aller-retour à l'intérieur des frontières du Luxembourg d'un document signé, c'est 4 €. Mais c'est surtout des économies de temps pour les gens qui doivent travailler avec les documents, qui ne doivent pas les recopier, qui peuvent les envoyer en un clic. Enfin, ça va beaucoup plus vite. J'ai quelques métriques à ce propos. Et donc, on est sur, par exemple, en expédition-réception, pour un document papier, on est sur 7 €. En électronique, c'est beaucoup moins cher. Alors, le nombre de documents gérés par employé, ça c'est une métrique que je trouve intéressante. J'ai essayé de trouver quelque chose d'intéressant, mais ici, c'est dans le cadre de la facturation électronique. Donc, si on doit travailler, recopier sur du papier, un employé par an peut en général travailler jusqu'à 6 000 documents par an. Si c'est en électronique, il peut en faire beaucoup plus. Maintenant, si c'est des contrats, il n'en fera pas 6 000 par an. Il faut prendre en compte le contexte. Mais en général, il y a quand même un grand gain d'efficacité, notamment par exemple si un contrat revient, vous n'avez pas besoin de vérifier qu'il n'a pas été modifié ou raturé, quoi. Il est soit signé, soit pas signé, et il n'est pas modifié et il est inaltérable. Et alors le temps économisé, c'est pas du temps de traitement, comme la ligne au-dessus, mais c'est en général le client ou la contrepartie répond beaucoup plus vite dans un envoi électronique que dans un envoi signé. Donc là, on a vraiment un gain de temps substantiel dans des signatures d'appels d'offres, de contrats et des choses comme ça. Je prends un grand pas de recul pour transmettre quand même quelque chose qui est important à propos de la signature électronique dans le point de vue de la Commission européenne. C'est que l'Europe, c'est un tout petit truc dans un grand monde, c'est un bloc économique parmi d'autres. Et la vocation de la Commission européenne, c'est de rendre ce bloc économique plus compétitif. Et la signature électronique, c'est une manière de devenir beaucoup plus compétitif. Le problème de la signature électronique, c'est que ça demande un investissement à chaque acteur, émetteur et récepteur, pour qu'on puisse bénéficier de cette compétitivité au total. Si vous, aujourd'hui, vous utilisez la signature électronique, vous allez rencontrer certains de vos partenaires qui préféreront toujours travailler avec du papier. Et donc, pour que l'entièreté de l'Europe fasse le basculement, la stratégie de la Commission européenne est de commencer, par exemple, à obliger les entreprises qui travaillent avec le gouvernement à utiliser la signature électronique, ensuite leurs prestataires à eux, et d'avoir un fait comme ça, un effet contaminant qui va faire que, comme toutes les entreprises qui travaillent avec le gouvernement sont équipées, ils vont demander à leurs propres prestataires de travailler en électronique, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que jusqu'à présent, tout ce qui était signature électronique, sécurisation de sites web, certificat, c'est un marché qui est contrôlé à 99% par les États-Unis.
C'est vraiment quand vous vouliez devenir émetteur de certificat, vous deviez contacter individuellement Microsoft et tous les autres grands acteurs pour être référencés dans leur liste à eux, qui était chaque fois contrôlée par des entreprises privées. Ils se référencent les uns les autres, mais il n'y a pas de loi qui oblige quelqu'un à vous accepter. Et en général, il faut payer pour être accepté dans une liste. Par exemple, pour Adobe, vous pouvez être accepté dans la liste Adobe, mais il va falloir payer une redevance à Adobe chaque année. Donc l'idée de la Commission européenne, c'était d'obliger par la loi à avoir un autre système, beaucoup plus ouvert, qui permet à n'importe quel petit acteur de se mettre au même niveau que les grands. Et donc ça, si dans le monde de la signature électronique, c'est arrivé un peu comme ça et qu'on n'a pas reçu de friction particulière par rapport à ça, dans les nouveaux déploiements d'eIDAS, par exemple concernant les certificats SSL pour les sites web, on a vraiment du lobbying d'entreprises américaines, comme Google par exemple, qui font 30 ou 40 000 commentaires sur quelques documents pour freiner l'adoption de cette nouvelle loi, pour conserver le marché des certificats de SSL aux États-Unis. Donc il y a vraiment ici plus qu'un enjeu juste d'économie de votre entreprise, il y a aussi un enjeu économie européenne par rapport à une économie mondiale. Alors, revenons sur Terre, directement sur eIDAS. eIDAS consacre 3 types de signatures, simple, avancée et qualifiée. Alors, la simple, c'est vraiment, en fait, elle a été définie par opposition aux autres. C'est pour simplement avoir un cadre de loi qui les concerne aussi. C'est pour aussi différencier qu'est-ce qui est simple de avancé. Mais en gros, simple, ça correspond à n'importe quoi. Donc, quand vous mettez votre nom à la fin d'un email, c'est une signature électronique simple. On est d'accord que la valeur est très peu utile. Hein, c'est pas n'importe qui. Si vous signez votre nom, votre prochain email David Naramski, il n'y aura aucune protection particulière qui vous empêchera de le faire. C'est à votre correspondant de discriminer la chose. Donc, une signature électronique simple, elle est surtout dans la loi pour qu'on sache que ça existe. Ça correspond aussi aux signatures que vous avez quand on vous demande de cocher une case et de dire j'accepte, ou simplement de coller l'image de votre signature dans un PDF. Donc ça, c'est le plus bas niveau de preuve qu'on est capable de faire avec une signature électronique, c'est la signature électronique simple. J'ai distingué aussi dans ce slide-là la notion de signature électronique, parce que comme c'est un email, ben c'est électronique, mais une signature numérique, c'est une signature qui est faite avec un calcul cryptographique. Donc ici, les signatures simples, c'est sans calcul cryptographique. Une signature avancée, qu'on parfois appelle AES, c'est une signature qui, elle, a des propriétés supplémentaires. Donc, une des choses, c'est qu'on permet de lier uniquement à un utilisateur. Donc, on a assez d'informations pour dire c'est Luc Cotin qui a signé ce document, qui est censé avoir signé ce document. Et en plus, le document final est inviolable. Donc, on ne peut pas modifier le document sans que ça se voie. Donc, par rapport à l'exemple tout à l'heure de la signature électronique simple, si quelqu'un utilise un certificat pour signer David Naramski, il va devoir avoir accès à mon certificat, il va devoir avoir accès à mon code PIN pour utiliser ce certificat, et le document final ne pourra pas être modifié. Donc, par rapport à l'email, on est sur un niveau de sécurisation bien plus important. Et donc, c'est les signatures cryptographiques, c'est-à-dire les signatures qui utilisent des certificats électroniques qui peuvent permettre d'atteindre ce niveau avancé. Et c'est un long slide, mais alors je vais le résumer. Il y a la signature qualifiée. Il y a plusieurs choses à avoir dans la signature qualifiée. La première, c'est que c'est la seule à avoir l'équivalence d'une signature manuscrite. C'est le plus haut niveau de garantie juridique. Donc ça veut bien dire que les autres ont une garantie juridique, mais la qualifiée, c'est le plus haut niveau qui existe, parce que le fournisseur pour une signature qualifiée est surveillé par l'État. Donc c'est la différence entre avancée et qualifiée. C'est que dans le cas de l'avancée, c'est à vous de surveiller votre fournisseur,
tandis que qualifié, c'est l'État qui va surveiller le fournisseur. Je reviens sur un des points qu'on a beaucoup évoqué les années précédentes et qu'on parle moins maintenant parce que c'est beaucoup entré dans les mœurs. Mais dans les années précédentes, on parlait de digitize or die, qui est vraiment le côté il faut tout digitaliser. Et la signature électronique était souvent le dernier élément qui empêchait de digitaliser un processus jusqu'au bout. Autant maintenant on a l'habitude de digitaliser toute notre relation avec la banque, avec le web banking, autant quand on doit modifier parfois quelque chose, on se retrouve quand même parfois à échanger un document papier que votre banquier vous envoie par email en disant retournez-moi les documents signés. La signature électronique, c'était l'élément qui bloquait pour beaucoup d'éléments de processus qui nécessitaient encore quelques documents. Donc la signature électronique, c'est pas juste avoir un outil qui vous permet d'envoyer et de recevoir un document signé et qui vous permet d'économiser un frais postal. C'est aussi un outil qui, si vous l'intégrez plus dans votre processus, ça peut prendre un processus qui va contacter de lui-même à intervalles réguliers vos propres clients en leur disant il est temps de renouveler certains éléments de votre contrat ou certains éléments de votre KYC. Ça va éventuellement envoyer les documents déjà pré-remplis pour eux, vérifier qu'ils sont bien signés. Donc ça peut totalement automatiser un processus pour la contractualisation, la commande, le renouvellement de certaines garanties légales. C'est quelque chose qui permet de gagner énormément de temps et d'adresser un public beaucoup plus large. Donc, quand je présentais des exemples de qu'est-ce que ça faisait gagner la signature électronique, on est vraiment sur le cas où on remplace un envoi papier, mais on reste sur des opérations manuelles. Mais si vous digitalisez vraiment un processus avec la signature électronique, vous pouvez avoir des gains substantiels en efficacité. David, j'ai une question. Tu parles de digitalisation et de process et d'amélioration justement des process internes d'une entreprise. Est-ce que ton outil est capable de s'intégrer aux outils actuels du client dans le cadre d'un processus d'automatisation de signature électronique? Oui. Donc, l'outil dont je vais faire la démonstration par après, AirSign, a une API qui peut être utilisée pour être intégrée dans un outil de l'entreprise, que ce soit le software comptable ou un outil d'offre, par exemple. Pour citer deux exemples d'intégration qui ont été faits. Pour ce qui est aussi intérim, ça a été utilisé pour signer des contrats d'intérim. Donc, cet outil permet d'automatiser la création des contrats, l'envoi, la signature, et puis après, l'utilisateur est notifié que tout est en ordre, en fait. Hein, et il n'est notifié que quand il y a un problème. Alors, ce que la signature ne permet pas, parce que souvent, dans les questions que je reçois, il y a des gens qui disent, ben voilà, on aimerait bien faire une étape, un élément du KYC avec la signature électronique. La signature électronique, c'est pas un élément de faire un KYC. C'est pas parce qu'on utilise la carte d'identité pour faire une signature que quand on a une signature, on sait les éléments qui étaient sur la carte d'identité. Alors oui, on a des choses sur lesquelles on peut avoir des preuves, mais il faut, si vous êtes sujet à l'obligation d'avoir un KYC, il faut faire un réel KYC. La signature électronique pourra vous enlever un certain nombre de contraintes sur ce KYC, mais il reste à faire. Donc par exemple, c'est ce qui perturbe le plus de gens, même si j'ai jamais rencontré de cas où ça m'était un problème, les homonymes ne peuvent pas être séparés avec la signature électronique. Vous devez, vous, faire le travail de savoir que vous parlez à la bonne personne. La nationalité, le pays de résidence, vous ne pouvez pas en être sûr avec une signature électronique. Ça ne permet pas non plus de vérifier les pouvoirs de signature. Alors là, j'ai mis un sauf régulation locale parce que par pays, il y a des petites différences qui permettent de vous dire que à Luxembourg, vous pouvez vérifier qu'une personne est membre d'une entreprise. Vous ne pouvez pas vérifier son pouvoir de signature, vous pouvez vérifier qu'il est membre d'une entreprise. En Belgique, il y a une régulation qui permet de vérifier le pouvoir d'une signature en fonction d'un SIL. Donc il y a différentes petites régulations, mais de base, dans eIDAS, vous n'avez pas la possibilité de vérifier les pouvoirs de signature. Ça va venir, mais ce n'est pas encore de là. Alors,
Tout ce que j'ai dit jusque-là était pour planter un peu le décor de la signature électronique. Mais je pense que les slides qui viennent sont plutôt sont peut-être les plus importants en se disant, voilà, ok, je veux utiliser la signature électronique. À quoi est-ce que je dois faire attention? Donc on va voir deux éléments sur lesquels il faut faire attention. Un, c'est en fait, quand on utilise la signature électronique, on veut surtout avoir la preuve de quelque chose. On va avoir la preuve de la signature d'un contrat, on veut avoir la preuve que le client était d'accord. Et donc, les différents niveaux de signature électronique vous apportent différents niveaux de preuve. Et le deuxième, c'est quand on choisit un outil de signature électronique, à quoi est-ce qu'on doit faire attention? Donc, en termes de preuve, quand on est sur une signature simple, ben, vous devez tout prouver. C'est-à-dire quand vous avez reçu un email d'un client qui vous dit « je suis d'accord pour la commande », vous pouvez imprimer cet email, mais vous devez prouver que c'est vraiment le client qui l'a envoyé. Vous devez prouver qu'il était d'accord pour la commande que vous avez effectivement envoyée. Vous devez prouver la date à laquelle il était d'accord, parce que en fait, quand vous recevez un email, vous pouvez éventuellement, avant l'imprimer, modifier une date, une heure, des choses comme ça, ou modifier des conditions dans le texte en dessous du fil du mail. Donc, vous pouvez tout modifier. Et la personne qui dit je suis OK pour la commande, elle s'attend peut-être à un document après derrière. Vous devez prouver que quand il dit OK pour la commande, il voulait vraiment commander. Donc vous devez tout prouver avec une signature simple. Vous pouvez quand même l'utiliser, vous pouvez quand même utiliser les mails comme preuve en cas de litige. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inutilisable, mais c'est quelque chose où vous devez vous-même prouver tout le reste. Une signature avancée, il y a déjà des choses qui sont sécurisées avec la signature avancée. Donc vous devez continuer à prouver que la personne avec laquelle vous discutez est la bonne personne. Donc ça, si vous êtes par exemple avec un de vos partenaires, vous avez son adresse email, vous avez les coups de téléphone qui ont été échangés, vous savez que c'est la bonne personne, donc vous pouvez assez facilement faire la preuve de ça. Maintenant, si c'est un total inconnu, vous devez peut-être avoir des garanties supplémentaires comme un scan de sa carte d'identité ou plus d'informations sur son domicile ou des choses comme ça. Par contre, les termes du contrat, eux, sont sécurisés. Vous ne pouvez plus vous-même modifier les termes du contrat et votre contrepartie ne peut pas non plus les altérer. Donc, une fois que le contrat est signé, vous pouvez au moins, vous ne savez pas nécessairement avec qui, sauf si vous avez pris des garanties supplémentaires, mais vous pouvez au moins garantir à un juge ou à n'importe qui que ce qui est signé sur la table là, c'est ce qui était convenu. La date à laquelle ça a été signé, ça aussi c'est garanti par un tiers externe, donc il n'y a plus moyen de contredire ça. Ce qu'il faut faire attention, on le verra en fonction des outils, c'est que vous avez bien vérifié l'intention de la personne de signer. Sur certains outils, vous trouverez parfois des boutons très simples qui permettent de cliquer en disant j'accepte et puis de signer. En Europe, certains de ces outils ont été retoqués parce qu'on dit voilà, ce processus-là, c'est trop facile de cliquer par erreur, de ne pas se rendre compte et de signer quelque chose avec lequel on voulait juste peut-être sauvegarder, avoir plus d'informations, des choses comme ça. Donc la personne peut prétendre, si c'est trop facile, qu'elle n'était pas d'accord. Donc c'était pas ça qu'elle voulait signer. Et donc la différence de preuve avec lequel... Oui. David, excuse-moi, dans le cadre des preuves, dans le cadre d'une signature avancée, dans le cas d'un litige, justement, sur une signature, est-ce que vous avez les outils, les moyens de démontrer, justement, toute cette chaîne de preuves devant une cour de justice ou même devant un auditeur, si jamais c'était le cas, en fait? Donc la plupart des outils, donc il y a les deux types, qualifiés avancés, mais la plupart des outils vous donnent des preuves. Alors on le verra un peu plus tard, il y a deux types, mais l'outil AirSign permet de rassembler des preuves sur, voilà, la personne s'est connectée à telle heure, elle a consulté l'entièreté du document, elle a signé dans la foulée, elle a utilisé tel code pour signer. Donc on a la possibilité d'avoir toutes ces preuves. Vous aurez des outils qui conservent ces preuves à l'intérieur de l'outil et vous donnent une garantie en disant si quelqu'un les demande, on peut vous les fournir. Mais vous devez continuer à payer l'abonnement pour l'outil tout le temps. Dans l'outil AirSign, vous pouvez télécharger ces preuves, les conserver sur votre système et vous en servir des années plus tard, par exemple, sans continuer à utiliser l'outil si vous en avez. Et ces preuves, elles sont
elles sont bien stockées de façon inaltérable? Oui, donc les preuves qui sont dans l'outil sont elles-mêmes sécurisées avec une signature électronique. Donc on ne peut pas, nous, contrefaire les preuves qui sont au sein de l'outil. Ok, merci. Donc du coup, la signature qualifiée, en fait, la différence, c'est que vous n'avez plus besoin d'apporter de preuve de quoi que ce soit, pour la signature en tout cas. C'est le signataire qui doit prouver qu'il n'a pas signé. Donc il est arrivé que des signatures qualifiées aient été, on va pas dire craquées, parce que quelqu'un s'est fait voler son code PIN et sa carte, c'est pas vraiment, hein, c'est lui qui a été négligent, mais c'est sa faute à lui. C'est à lui de prouver. Et en plus, si jamais il y avait un vrai problème technique, il y a une assurance que chaque service de signature qualifiée doit prendre pour dédommager les contreparties si jamais c'est eux qui sont en faille. Donc c'est en cela que ça vous apporte une sécurité juridique. Ce n'est pas que vous êtes totalement à l'abri de tout problème, c'est que il y a des assurances si jamais il y en a, tandis qu'il n'y a pas nécessairement avec avancé. Ça ne veut pas dire que de nouveau avancé c'est mauvais. Notamment, une chose à laquelle il faut quand même faire attention, c'est que ce soit simple, avancé ou qualifié, il faut, dans certains cas, la législation est même claire sur certains éléments, vérifier que le signataire a compris ce qu'il signait, surtout quand c'est dans le retail. Il faut aussi vérifier les conditions comme domicile, nationalité, tous ces autres éléments. Donc, que ce soit dans avancé ou qualifié, vous avez en général quand même des informations à collecter sur votre contrepartie qui permettent de sécuriser aussi la transaction. Alors, quand on choisit une solution, j'ai essayé de faire 3 grandes catégories d'axes, mais ça dépend de votre priorité, ça dépend du public avec lequel vous travaillez et ça dépend de la réglementation à laquelle vous êtes soumis. Il y a d'autres critères, mais bon, je présente ceux-là aujourd'hui. Donc, dans la priorité, si votre priorité c'est d'offrir la meilleure sécurisation ou c'est d'offrir la facilité pour votre utilisateur, vous verrez que beaucoup de solutions sont antinomiques. Par exemple, la signature avec la carte d'identité luxembourgeoise, c'est un excellent niveau de sécurité, mais ça ne peut pas être utilisé sur mobile. Pas facilement pour l'instant, pas sans le digital wallet. Donc, dans ces cas-là, vous avez une solution qui est très sécurisée, mais vous risquez de ne pas utiliser autant que ce que vous attendiez la signature électronique. Si vous avez une signature électronique avec juste un bouton qui dit j'accepte, tout le monde va pouvoir l'utiliser, mais vous n'avez pas nécessairement ce qui sécurise le plus votre signature. Donc c'est toujours un compromis. Et dans les outils, vous trouverez souvent qu'il permet d'utiliser plusieurs services justement pour que vous puissiez utiliser le service qui correspond le mieux à ce compromis que vous avez choisi. Évidemment, si vous avez sur un contrat de 1 000 €, vous n'allez pas le sécuriser comme vous allez le sécuriser sur une commande de 2 millions. Le marché à distance, si c'est une de vos priorités, il faut voir que la loi européenne, elle marche en Europe. Et si votre marché dépasse les frontières du pays ou dépasse les frontières européennes, vous aurez sans doute là aussi différents éléments auxquels faire attention. Si votre priorité c'est plus de rapidité, de nouveau, vous pourrez plus facilement faire un compromis avec la sécurité. Ça dépend de nouveau de ce qui est important. Les économies, donc ça on l'a vu. Et la conformité, ça c'est parce que, de nouveau, si ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir prouver que vous avez fait les choses de manière conforme, vous serez peut-être intéressé par des signatures qui sont au moins reconnues par le gouvernement ou le régulateur auquel vous êtes éventuellement soumis à les transmettre. Le public utilisateur, donc comme dans les marchés à distance, si vous avez un marché mondial en retail, vous n'allez pas travailler comme vous travaillez avec un parti au gouvernement. Donc en B2B, B2C, B2G, vous avez différentes contraintes. En B2B, vous pouvez demander à votre interlocuteur d'être équipé de signatures qualifiées. En B2C, c'est pas très réaliste, pour l'instant. En B2J, vous êtes pratiquement sûr qu'ils vont demander la signature qualifiée, parce que c'est la stratégie européenne de contamination. Est-ce que vous voulez que vos utilisateurs puissent utiliser leur mobile ou pas? Ça aussi, ça va dépendre des solutions que vous pouvez utiliser. David,
je reviens un cran en arrière sur le B2B, B2C. Dans le cadre d'une société qui a un nombre d'utilisateurs, est-ce qu'il y a la possibilité, bon là je rentre dans la partie technique, mais est-ce qu'il y a la possibilité de créer un connecteur directement avec ton produit et Microsoft Azure, par exemple, toute la partie Active Directory? Donc, le produit est disponible en deux versions. Il y a une version mutualisée qui, elle, vous avez ce que vous avez et c'est comme ça. Et donc là, si vous voulez créer des utilisateurs automatiquement, il faut utiliser le mode API. Et vous avez le mode dédié dans lequel l'entreprise peut choisir son mode à elle d'authentification pour se connecter. Donc ça, c'est possible, tout à fait. Okay. Donc la juridiction, hein, de quelle loi vous dépendez. Les réglementations, si vous êtes soumis à PSF, le GDPR pour les entreprises européennes, c'est-à-dire où sont conservées les données et transmises les données sur l'identité de l'utilisateur, parce que s'il y a bien un domaine où c'est légitime de collecter des informations, c'est dans le cadre de la signature électronique. Il y a beaucoup d'informations qui sont collectées. Photo de la carte d'identité, selfie de la personne, reconnaissance du visage. Donc il y a énormément d'informations qui sont collectées à ce moment-là. C'est important de regarder où est-ce qu'elles sont stockées. Alors on en a évoqué un petit peu. Donc comment sont conservés les documents, combien de temps vous devez les garder et surtout comment est-ce que vous pouvez conserver la preuve. Vous avez des systèmes qui vous proposent une sorte de location. C'est pas explicite, mais ils disent voilà, vous pouvez offrir très facilement le service à 20 de vos utilisateurs, mais après, quand vous n'utilisez plus, la preuve n'est disponible que quand vous continuez à payer l'abonnement chez eux. C'est une manière de continuer l'abonnement dans la durée. Pour des documents commerciaux qui peuvent parfois prendre plus de 10 ans après la fin du contrat, ça peut faire long. Donc la manière de conserver la preuve, c'est quelque chose qui sera important pour vous si, en fonction des scénarios que vous avez. Et de nouveau, un bon de commande, c'est pas très engageant. David, concernant justement la preuve, est-ce que les documents qui seraient peu importe dans la plateforme, est-ce qu'eux sont encryptés en fait? Alors dans la plateforme Airside, les documents ne sont pas conservés, mais ils sont encryptés le temps ils sont encryptés le temps de la transaction, juste le temps de le signer. Et puis une fois que la signature est terminée, les documents sont transmis, téléchargés, et puis ils sont effacés. Donc ils sont encryptés le temps où ils sont disponibles, et les preuves, elles, sont stockées de manière sécurisée en base, mais il n'y a pas de données nominatives dans les preuves. Okay. Donc le format de la preuve, c'est aussi important, c'est la possibilité que vous avez de stocker cette preuve chez vous. Alors, ça c'est un point un peu compliqué dans la partie... La qualifier, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui met tout le monde d'accord. Et donc, on a énormément dans le monde de signatures avancées qui sont utilisées partout, entre deux parties. C'est quelque chose qui est très répandu depuis avant la réglementation eIDAS, ça existait déjà comme ça. Mais en fonction du destinataire d'un document ou de la preuve, vous devez faire attention à une chose, c'est que si vous avez décidé de prendre votre risque en disant « moi je prends la solution A parce qu'elle demande un SMS de plus et une authentification qui me satisfait », et que vos clients sont prêts à utiliser cette solution-là aussi, si à un moment la banque vous demande que vous transmettiez une preuve, vous la transmettez et eux vont dire « ah oui, mais nous on a d'autres exigences ». Donc quand vous êtes dans le monde avancé, chacun prend une position face au risque. Vous dites, moi, ce qui est important pour moi, c'est que ça aille vite, alors je prends telle solution, et la banque va dire, oui, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une sécurité juridique, donc je prends telle autre. Donc, en fonction du destinataire des documents, si c'est des documents purs internes, vous prenez ce que vous voulez. Si c'est des documents entre vous et votre client, vous pouvez prendre avancer assez facilement. Combien de fois en interne, on ne dit pas, tu m'envoies un mail et c'est bon. Les mails servent de preuve. Avec vos clients, vous pouvez prendre avancé, par exemple, c'est facile. Mais si vous devez transmettre un document au gouvernement luxembourgeois, eux exigeront peut-être autre chose. Donc, en fonction du destinataire de la preuve, vous êtes soumis sans doute à des réglementations différentes, et ça, il faut faire attention.
Alors, pour en arriver sur l'outil dont j'aimerais vous faire la démonstration aujourd'hui, donc il s'agit bien d'un outil qui permet de faire des signatures électroniques, de demander des signatures électroniques à un tiers. C'est l'outil AirSign qui est hébergé dans l'infrastructure de R carré R-Cube, donc il est dans un environnement PSF. Et c'est vraiment un outil, donc il ne délivre pas de certificat lui-même, mais il permet d'utiliser plusieurs types de signatures électroniques, notamment, par exemple, les qualifier. Vous pouvez utiliser les cartes d'identité au sein de cet outil. Vous pouvez utiliser des SMS pour des gens qui ne sont pas équipés d'éléments de sécurité. Et si vous partez sur une solution dédiée, on peut déployer d'autres moyens. Donc là, on a d'autres trucs comme de l'identification vidéo à distance, comme des cils. Enfin, il y a différentes possibilités. Je vais vous montrer la partie mutualisée. David, aujourd'hui. je vois sur ton slide que tu as parlé à un moment donné de SMS et de crypto SMS. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est juste un abus de langage? Alors non, c'est pas un abus de langage. C'était pour le différencier d'un OTP. Donc souvent, quand les gens sont sans doute déjà familiers avec ce genre d'outil, vous signez un contrat d'assurance, vous allez recevoir, pour beaucoup à Luxembourg, un moment où on va vous envoyer un SMS et vous devez le recopier. Ce SMS, ça permet de garantir que, en fait, vous êtes d'accord avec la signature parce que vous devez faire une opération, mais il ne sécurise pas le contenu du document. C'est un SMS qui est en général choisi au hasard. Le crypto SMS, c'est vraiment un SMS qui est choisi, qui est une empreinte du document. Donc, si on change un octet ou un caractère ou une condition au sein du document, le crypto SMS, lui, n'est pas le même. Donc, c'est pas aussi au hasard qu'un OTP. Et ça permet, si par exemple une personne signe 3 choses différentes et puis ne signe pas la quatrième, ça permet de dire, voilà, on sait bien que la personne, on a la preuve qu'il a voulu signer ce document A et pas un autre. Donc on a vraiment cette possibilité, ce lien avec le document qu'on n'a pas avec un OTP où la personne aurait 2 navigateurs ouverts à un autre moment et puis recopie le SMS de l'un à l'autre. Ça, Ok. on en a parlé, les documents sont effacés après la signature. Et par contre, les métadatas sont conservées, mais elles sont téléchargeables, donc vous pouvez conserver vos preuves chez vous. Le document signé est inaltérable, donc on ne peut pas modifier un caractère dans le document sans que ce soit détecté automatiquement par les deux parties. Alors, je vais cesser la présentation. Est-ce que vous voyez mon écran ici? Oui, c'est un peu petit, si tu peux l'agrandir un peu, David. Je peux le faire comme ça, sans doute. Ouais, parfait. Donc ici, vous voyez l'outil AirSign, qui est l'outil qui est développé par Nowina et hébergé en mode SaaS dans l'infrastructure de R-Cube. Donc cet outil permet de demander des signatures électroniques à des clients, des contreparties. En fait. On travaille par groupe de documents parce que assez souvent, c'est pas un document qu'on veut voir signé, mais c'est plusieurs. Donc par exemple, ici, je vais faire signer un PDF et je vais aussi demander la signature d'un formulaire qui est ici. On donne un nom, c'est un nom de dossier, hein, donc c'est pas très important ici. On peut choisir le moyen de signature qu'on va utiliser. Ici, justement, on en a parlé, je vais utiliser le crypto SMS. Il y a moyen aussi de signer les documents en batch ou avec une smart card. On a un reminder qui peut être envoyé automatiquement si votre contrepartie ne signe pas, il recevra un email tous les 3 jours pour la signature. Ensuite, on sélectionne les personnes qui doivent signer. On a 2 éléments. Donc, par exemple, quand je regarde ce document-ci, il n'y a rien à compléter et je dois juste signer à la fin. Donc, je prends
la signature, je la place à un endroit. Mais je pourrais par exemple dire, voilà, il y a un élément très important qu'il faut attirer l'attention de la personne dessus, donc je peux lui demander de déposer un paraphe à cet endroit-là. Donc ça va obliger la personne à cliquer à cet endroit-là, notifiant le fait qu'il a sans doute eu son attention attirée à cette clause-là. Et c'est aussi une preuve qui est conservée avec le document. À côté de ça, on a le document formulaire qui voit ici classique que vous avez certainement déjà vu dans le cadre de vos activités ou même que vous faites signer à vos clients. Et là, je dépose une signature. Alors, vous remarquez qu'il y a deux sections dans lesquelles j'ai drag-droppé les documents. Il y a les documents en eux-mêmes et les formulaires. Ils subissent un workflow un tout petit peu différent parce que les formulaires, votre contrepartie va pouvoir le modifier avant de le signer et vous le renvoyer. Donc, c'est typiquement les formulaires où, justement, il va donner quelques informations sur lui. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser de les pré-remplir, vous les envoyez, il les remplit, vous le renvoie. Le document, lui, c'est par exemple le contrat. Vous n'avez pas envie que votre contrepartie modifie une clause du contrat sans vous avertir. Donc là, il ne peut que signer et il ne peut pas les altérer. Donc si je déclenche pour une signature, ici je me suis ajouté moi-même, donc je vais recevoir un mail. Le moment où ça va prendre plus de temps que d'habitude. Donc ici j'étais déjà authentifié, donc je n'ai pas dû remettre mon login, mais votre client, si jamais il reçoit cette information-là, il va devoir soit s'authentifier login, mot de passe et deuxième facteur, soit un lien qu'il a reçu dans l'email et un SMS qu'il a reçu. Donc ici, on a le nom du groupe de documents que j'ai donné tout à l'heure. Dans ce groupe de documents, on voit les deux documents à signer. Donc on a plusieurs éléments qui sont conservés. Le fait qu'on a lu le document ou pas, ici il est non lu. Si maintenant je vais jusqu'au bout du document, il sera mis à lu. Donc on peut à ce moment-là le signer. On ne peut pas le signer quand il y a encore un non lu. Même chose pour l'autre ici. C'est vraiment quelque chose qu'on peut voir. Et ici on peut remplir le formulaire avant de signer. Donc là ici je peux remplir un formulaire qui est dans un PDF. C'est un formulaire PDF classique, donc vous êtes familier avec sans doute Adobe Form pour pouvoir faire ça. Pour le document, ici, comme on avait mis une section où on attire l'attention pour le paraphe, on va, avant de pouvoir signer le document, être obligé de passer dans ces paraphes sur lequel, voilà, ici on dit, voilà, ça c'est la partie auquel on va attirer l'attention. La personne ne doit que cliquer, donc elle ne doit pas faire une opération particulière à ce moment-là. Mais cette opération, on va timestamper le document. Donc c'est vraiment quelque chose qui va collecter une preuve qui prouve que le document la personne a cliqué à un moment déterminé. Et c'est quelque chose que on ne peut pas contrefaire de nouveau. On ne peut pas, nous, plus tard, 6 mois après, faire comme s'il avait cliqué au bon endroit. On a la preuve que c'était signé à ce moment-ci. Donc à ce moment-là, on peut le signer. Ça, c'est la méthode classique par crypto SMS. Mon numéro de GSM, je ne peux pas le changer. On peut permettre de le changer, si vous voulez, dans l'interface quand c'est en mode dédié. Mais on a au moins une jurisprudence néerlandaise où le tribunal avait invalidé un document parce que la personne pouvait changer le SMS à la dernière minute. Donc nous, on propose de ne pas le faire.
On va recevoir par SMS ce fameux crypto SMS qui est le digest du document. Et en le recopiant, on trouve non seulement l'intention de signer, mais aussi le fait que c'est ce document-là, à cette heure-là, qui est signé. Alors, dans ce petit pop-up que vous voyez là, on peut aussi ajouter des choses du genre demander de confirmer certains points, des cases à cocher, dire le lieu de la signature si c'est important, dans le cas de la signature d'un board par exemple, des choses comme ça. La personne a l'opportunité de télécharger le document qu'elle vient de signer, mais de toute façon, le demandeur de la signature va recevoir cette information. Si je retourne sur la plateforme où j'étais tout à l'heure, la personne qui a demandé la signature peut à chaque moment vérifier où on en est. Donc ici, on est sur notre test de tout à l'heure. Je peux voir que la partie signature a été faite correctement. Par exemple, le KYC, lui, n'a pas été signé. Alors, en quoi ça peut être intéressant? Par exemple, dans un contrat d'assurance, vous allez avoir éventuellement des KYC qui doivent être remplis individuellement et un contrat qui doit être signé par toutes les parties. Et quand ça bloque un peu et que les gens se demandent pourquoi ça bloque, ils peuvent avoir l'information de savoir en disant ah oui, c'est une des parties qui n'a pas fait la signature de son KYC à lui, mais vous pouvez voir ça sur toute la liste et prévenir les gens qui doivent encore travailler sur un document. Une fois qu'il est terminé, comme les autres documents qu'on a ici, on peut télécharger le document terminé. Donc on a un zip, puisqu'on a plusieurs documents par flux. Et quand on termine le document, à ce moment-là, toutes les preuves sont effacées du système. Ici, on peut éventuellement envoyer à tout le monde par email le résultat de la signature une fois qu'il est terminé. Voilà, ça c'est la démo de AirSign. Je pense que je suis un petit peu overtime, mais j'ai terminé. David, j'ai encore une question justement dans ta démo. Est-ce qu'on a la possibilité de signer là on a vu un document et un workflow, mais est-ce qu'on peut signer en une seule fois une liste de documents? Oui. Donc, on a un moyen de demander une signature d'une liste de documents qui sont cette partie-là, là, batch. Donc, on ne peut pas tout faire quand on fait un batch. Par exemple, on ne pourra pas attirer l'attention d'une personne sur un élément en particulier. Il va signer. Alors, ça est dû à la nature asymétrique d'un document de signature. Par exemple, de nouveau, des contrats de prêt. Vous allez avoir l'entreprise qui émet le prêt, elle est très au courant, elle a tout un process et elle sait que quand ça arrive à la signature du board, il y a déjà 30 personnes qui sont passées derrière. Eux, ils peuvent se permettre de signer tout le batch en une seule fois. Par contre, chaque personne de l'autre côté, vous avez peut-être envie de vraiment prendre le temps de les faire signer individuellement chaque document. Donc voilà, vous avez les deux scénarios possibles. Ok. Alors, je ne sais pas si il y a des questions, Magali ou... Pardon, avec le micro, c'est vachement mieux. Excusez-moi. Ouais. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, mais je vois qu'elle est hors ligne pour l'instant, donc je vais poser une autre question qui a été posée. Est-ce qu'on peut personnaliser la solution AirSign? Oui. Donc ça coûte un peu plus cher parce que vous n'avez pas la possibilité d'avoir la solution mutualisée. Mais si vous prenez... Donc il y a différents niveaux de personnalisation. Si vous voulez personnaliser le texte des emails envoyés, un logo, des choses comme ça et tout, ça c'est prévu dans la partie mutualisée. Si vous voulez vraiment changer toute l'apparence et les moyens de signature électronique, là il faut une version dédiée qui est déployée sur les serveurs cloud. Et alors c'est votre serveur AirSign et là vous pouvez changer tout ce que vous avez envie pratiquement.
on est une boîte à Luxembourg. Si vous avez des envies particulières, on peut voir pour influer sur notre roadmap. Si c'est juste changer le layout, les couleurs, la charte graphique, des choses comme ça c'est déjà prévu de base dans le logiciel. Ok, merci. Une autre question, est-ce que vous avez la signature qualifiée ou uniquement avancée? Donc on peut signer en qualifié avec AirSign, tout à fait. Ok. Autre question, quel est le tarif de la solution? Je te laisse répondre. Okay. Alors, il y a différents tarifs pour la solution AirSign. On a des abonnements pour les signatures avancées et des abonnements pour la signature avancée. Mais on vous enverra avec la présentation les différents types d'abonnements possibles pour AirSign. Voilà. Et donc, je vais essayer d'ouvrir le micro à la personne qui voulait poser la question qui était plus simple. Alors, hop, je vais juste essayer. Voilà. Madame Camille, vous pouvez essayer de poser votre question. Oui, vous m'entendez? Oui, parfait. Ouais. D'accord. J'ai été déconnectée en fait là. Du coup, quand vous expliquiez le groupe de documents à signer, j'avais plus de Wi-Fi, donc je suis désolée, j'ai pas vu la fin. Est-ce que ça vous dérangerait de me le remontrer rapidement? Et après, pour l'autre question que j'avais en cours, ça a été expliqué un peu plus tard parce que je me disais au niveau du mode de signature, lequel choisir entre crypto, batch. J'avoue que voilà, je me posais la question. Donc, le mode de signature que vous devez choisir est souvent en fonction de qu'est-ce que vous voulez faire signer. D'accord. On peut voir ensemble au moment où vous utilisez la solution, on peut voir ensemble quelle est la méthode que vous préférez pour faire le bon compromis, le juste compromis entre vos utilisateurs et ce que vous voulez signer, quoi. D'accord. Après, Donc, oui, allez-y. je sais que nos utilisateurs, comment dire, utilisent beaucoup leur téléphone, donc ça serait plutôt du crypto SMS alors. Bah, c'est une des raisons de faire ce choix, hein, c'est de voir vos utilisateurs, qu'est-ce que eux préfèrent faire. Donc oui, tout à fait, c'est légitime, quoi. Je ne vendrai pas une maison avec un crypto SMS parce que quand on va devoir présenter la preuve à un État, eux vont dire je préférerais qualifier, mais pour beaucoup de choses, ce sera efficace. Ah, pourquoi le crypto SMS, c'est pas une signature qualifiée? Alors, il y a moyen de le faire, une signature qualifiée par SMS, mais alors il faut avant le SMS faire une vidéo identification. Donc là, c'est une des possibilités qu'il y a dans le produit dédié. Vous allez avoir une possibilité supplémentaire. Donc quand on crée un groupe de documents, hein, on était là-dessus tout à l'heure. D'accord. Donc quand on crée un groupe de documents, vous avez une option supplémentaire. Et là, avant d'entrer le SMS, il va y avoir un moment où on va lui dire, écoutez, vous êtes quelqu'un de nouveau dans le système, on n'a pas vérifié vos documents d'identité. Et alors, il y a un opérateur qui va vérifier, donc il y a une application mobile, il va y avoir un vidéo call, il va montrer ses documents d'identité, il va répondre à quelques questions, et alors à ce moment-là, on lui délivre un certificat qualifié à la volée et il peut l'utiliser pour signer. D'accord. Mais si on veut forcément une signature qualifiée, il faut prendre avec le smart card alors. Alors, dans la version mutualisée, la signature qualifiée utilisera la smart card. Ouais. D'accord, ok. Sur le groupe de documents, est-ce que vous voulez revoir quelque chose ou je remontre l'exemple? Non, juste montrer vite fait du coup l'exemple. Merci. Hein. Qualifié, il Donc faut voilà, aussi. donc ici sur le groupe de documents, je vais attirer votre attention juste sur un point, c'est qu'il y a deux zones dans lesquelles on peut faire un drag and drop des documents.
il y a la zone document, dans laquelle, quand on dépose un document là, il ne peut pas être modifié par l'utilisateur. Et donc ça, c'est vraiment document statique, comme un contrat ou des éléments que vous ne voulez pas voir modifiés par quelqu'un. Et puis il y a la zone formulaire, où là, vous pouvez déposer quelque chose et la personne va pouvoir remplir, par exemple, dans le cadre d'un bon de commande, des quantités, ou ici, dans cet exemple-ci, un KYC, donc information. Et comment on fait pour leur dire, par exemple, signer à tel endroit? En fait, quand vous préparez la signature, vous prenez les signataires avec lesquels vous voulez travailler et donc, par exemple, ici, je voudrais signer ça à la 2e page. Vous faites un drag and drop de la signature à cet endroit-là. Et donc, lui n'aura pas le droit de choisir l'endroit, en fait. Quand il va signer, ça va insérer sa signature à cet endroit. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On n'a plus de questions. On est de toute façon à la fin du temps imparti. Du coup, un grand merci à toi, David, et à Luc pour cet échange sur la signature électronique. Pour tous les participants, on vous envoie dans le courant de la journée le support de présentation et quelques vidéos de démo de AirSign, et donc avec les tarifs comme promis. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la signature électronique, on peut vous faire tester gratuitement la solution AirSign. Vous pourrez vous rendre compte alors à quel point c'est assez facile d'utiliser. Voilà, du coup, maintenant il est l'heure pour moi de vous souhaiter un bon appétit et une bonne journée. Merci tout le monde, au revoir. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée.